Pierre Musso, bonjour. Bonjour. Nous sommes à Paris, mais il se trouve que vous êtes né à Nice, hein, et d'un milieu familial qui était déjà niçois ou qui est arrivé à Nice. Et que faisaient d'ailleurs vos parents avant d'entrer à l'école? Il y a quand même cette empreinte familiale. Bien sûr, toujours. Mon père appartenait à une vieille famille niçoise. Il était prof dans le secondaire et il était prof de littérature, de latin, de littérature, y compris latin et grec. Mais d'un milieu quand même modeste, je dirais. Il n'était pas dans la belle carrière des grands lycées niçois. Et ma mère était au foyer, comme beaucoup de femmes à l'époque, d'autant qu'on était dans une famille nombreuse. On était 3. Et c'était donc en 1950 que je suis né. Et la vie était à la fois très agréable parce que Nice est une très belle ville. La Côte d'Azur est évidemment merveilleuse. Mais c'était en même temps assez difficile parce que, je dirais, on n'avait pas beaucoup de moyens. Et donc, j'ai dû souvent faire des choix par nécessité. Peut-être que j'aurais aimé faire aussi une carrière artistique, si je puis dire, dans le monde des arts plastiques. Donc voilà l'origine. Et j'y suis resté jusqu'à 23 ans, 22 ou 23 ans, ouais, 23 ans, quand je suis venu à Paris. Ma mère, elle était parisienne et grecque, un grand-père grec et une grand-mère parisienne. Et donc elle était venue à Nice pendant la guerre. Elle avait dû abandonner la Grèce et Paris pendant l'occupation. Vous allez nous raconter votre longue carrière, mais d'abord, on va essayer de comprendre une formation intellectuelle surprenante. Vous avez une formation de philosophe, et puis vous allez être administrateur des PTT, et puis plein d'autres choses après. Alors commençons par le début. Durant votre enfance et votre adolescence, vous vous sentez déjà plutôt du côté du savoir-faire, des techniques, de la littérature, de la philosophie. Comment ça se passe pour le jeune Pierre Musso? J'ai fait mes études au lycée du Parc Impérial à Nice. Et effectivement, la philo a commencé à m'intéresser avec le prof de philo de terminale de façon assez classique. Mais j'hésitais beaucoup parce qu'à l'époque, j'étais à la fois, c'était 68 en terminale, donc engagé déjà dans les mouvements lycéens. J'étais localement responsable des comités d'action lycéens. Et en même temps, je m'intéressais beaucoup à l'art parce que j'avais rencontré Benjamin Vautier, avec qui j'ai passé énormément de temps, qui m'a fait comprendre tout le mouvement Fluxus, qui m'a fait comprendre Yves Klein. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai publié plus tard un petit bouquin sur Yves Klein, et tout le mouvement des nouveaux réalistes. Et c'est vrai que la Côte d'Azur, si je puis dire, mais tout le pays niçois, a été largement, au-delà du mouvement des réalistes, des nouveaux réalistes, Picasso, Renoir, Chagall, etc., Matisse, bien sûr. Donc c'est un pays de lumière et c'est un pays qui est très habité par ces grands artistes. Et donc je me suis intéressé beaucoup à l'art, je peignais moi-même à l'époque, j'ai fait quelques expos, et puis après il y a les nécessités de la vie, donc je suis rentré en fac en 69, et à la fois philo et droit. Le droit m'a vite ennuyé, j'ai fait une année ou deux, je ne me rappelle plus, et donc j'ai choisi évidemment la philo. Et là j'ai eu des rencontres assez fantastiques, puisque c'était une époque où le département de philo de l'université de Nice a eu un moment très heureux, puisque j'ai eu Éric Weil, qui avait fini sa carrière à Nice, donc j'ai découvert, c'était un monument, quoi. Philosophie politique, philosophie morale, logique. Grand spécialiste de Hegel. Et de Kant et Hegel. C'était étonnant, une montagne d'érudition que je vais retrouver beaucoup plus tard avec Pierre Legendre. Je vous donne juste une anecdote. Un jour, j'étais étudiant, donc c'est Master 1, ça s'appelait Maîtrise. Je lui pose une question sur Gramsci.
Et il me dit non, c'est pas. Ah, il avait un accent. Bon, c'est pas du tout ça. Je vais vous faire la citation exacte. Et il me cite le texte de Gramsci en italien. Alors là, c'était fini. J'ai plus jamais posé de questions. Bon, j'ai rencontré comme ça aussi. Enfin, j'ai eu les cours. Clément Rosset, Dominique Janicot, André Tozel, Michel Serres, qui faisait des cours régulièrement à Nice. Donc, il y a eu un foyer intellectuel. Donc, évidemment, la philo m'a tout de suite beaucoup attiré. Mais bon, on peut dire que c'est les chemins qui mènent nulle part, comme dit l'autre, sur le plan professionnel. Donc, j'ai passé par nécessité des concours dans l'administration. Et parmi ces concours, j'ai passé un concours d'inspecteur des PTT, que j'ai réussi. J'ai essayé le CAPES, j'y étais presque arrivé, mais c'était compliqué, très peu de postes. Bon, il y en a encore beaucoup moins aujourd'hui. Bref, je suis rentré dans les PTT comme inspecteur, à la Poste, informaticien. J'ai fait ça pendant 3 ans à la direction générale de la Poste. Là, j'étais à Paris. Et j'ai passé des concours internes. C'était une des vertus, ça l'est encore un petit peu, de l'administration française et de la République, c'est qu'il y a des promotions internes possibles. C'est d'un milieu modeste. Et donc, j'ai passé le concours, le pré-concours puis le concours pour être administrateur des PTT, qui était un peu comme les administrateurs civils, si vous voulez, mais pour les PTT, parce que les postes et les télécoms, à l'époque, avaient un budget dit annexe, dissocié du budget général, et donc avaient toute une logique administrative et budgétaire autonome par rapport à la loi de finances et autres. Et donc, là, j'ai passé ce concours, assez difficile, parce qu'il était assez proche du concours de l'ENA, puisque c'était l'équivalent des administrateurs civils, mais en plus, il y avait des maths et de la physique, d'un bon niveau. Donc, je m'y suis pris ou repris à 2 fois, je l'ai eu, et je suis rentré donc à cette école de formation qui s'appelait l'École nationale supérieure des PTT, qui a disparu depuis, qui était rue Barrault, avec les ingénieurs, le même endroit. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait 3 années de formation, dont 2 à l'ENA, partagées avec les élèves de l'ENA. Je me suis retrouvé donc en 1979 à faire 2 années de scolarité avec les énarques dans la fameuse promotion Voltaire, où j'ai rencontré évidemment pas mal de futurs dirigeants politiques, dont le président Hollande. On était assez copains à l'époque, pendant la scolarité. Et après ce passage à l'ENA, je suis allé dans le secteur des PTT comme administrateur, dans un service de contrôle de gestion, un peu une sorte d'inspection des finances internes. Et puis, ça m'ennuyait un peu, c'est un peu bureaucratique. Bon, c'est très formateur en même temps. Et je suis tout de suite allé vers le centre d'études des télécoms, c'est-à-dire le centre de recherche des télécoms, qui était à l'époque un peu comme le CEA ou d'autres, ces grands services publics de la recherche, à la fois fondamentaux et appliqués, et qui était vraiment passionnant. Et là, je me suis passionné donc pour les télécoms, et j'ai rencontré le monde des ingénieurs. Moi, je n'étais pas du tout ingénieur. C'était la belle époque où on démarrait la télématique, le plan câble. C'était les tout débuts pour les plus visionnaires de la fibre optique. Donc ça a été une période extrêmement intéressante où on parlait de la convergence entre les télécoms, l'audiovisuel, l'informatique. Il y avait des bagarres entre le monde des télécoms et le monde de l'informatique. Tout ça a abouti, c'était donc dans les années 80, plus tard, à l'Internet. Alors, ces années 80, est-ce que c'est à ce moment-là que vous croisez sur votre chemin ou pas Yves Stourzé Alors, ce qui s'est passé, c'est que pendant la scolarité à l'ENA, je m'ennuyais. À part quelques cours où on apprend, pour moi, on apprenait à connaître des réseaux de relations, des réseaux de pouvoir, et puis quelques recettes. On est censé à l'ENA déjà tout savoir avant. Moi, ce n'était pas tout à fait ma vision. Et dans un couloir de l'école des télécoms, je vois une affiche sur un DEA, c'était le Master 2, recherche, un DEA à Dauphine, de Lucien Sfez, qui s'appelait Décision, Communication et Pouvoir, je crois. Et je regarde la liste des cours, je trouve ça passionnant. Alors là, il y avait entre autres Stourzé, il y avait Kaiser-Gruber qui dirigeait la revue Dialectique. David Kaiser-Gruber. David Kaiser-Gruber. Alors peut-être on peut préciser, parce que bon, c'est déjà de l'histoire. D'abord, qui était
Yves Stourzé, qui a été réédité récemment par les éditions Tonka. David Kaiser-Gruber, le pauvre, bon, on a oublié son nom, sauf qu'il dirigeait la revue Dialectique, il a disparu, il s'est suicidé, je crois, dans les années 90. Et donc, vous pouvez nous préciser un peu, Yves Stourzé, bon, il a ressurgi, mais c'était quoi cette... Alors, je me retrouve à suivre ce DEA, et je rencontre Lucien Sfez, donc ça doit être 78 ou 79. Et autour de Lucien Sfez, il y avait David Kaiser-Gruber, qui était un de ses assistants, avec lequel tout de suite, je suis rentré en amitié. Et d'ailleurs, je crois que j'ai fait un premier mémoire, on faisait des petits mémoires au-delà du mémoire principal de DEA, sur Saint-Simon. Et j'ai rencontré Yves Stourzé, qui était aussi un des assistants de Lucien Sfez. C'était le fameux 6e étage de Dauphine. À l'époque, Dauphine avait récupéré les locaux de l'OTAN, enfin, c'était pas comme aujourd'hui. Et donc, le 6e étage, il y avait Alain Cottard, il y avait Attali, il y avait Marc Guillaume aussi, que j'ai rencontré à ce moment-là. On est devenus amis aussi. Et Stourzé c'était stupéfiant, il était visionnaire. Visionnaire. Et j'assiste un jour à un de ses cours sans notes, où il arrive et il nous raconte, voilà, j'ai vu une pub, il faut regarder la pub, c'est génial la pub, je vais vous parler de la machine à laver et de la pub comme ça pendant 2 heures. Enfin, je suis sorti stupéfait. Il avait une compréhension d'un point qui pour moi ensuite est devenu clé, c'était que la technique n'était pas que de la technique, du fonctionnel, c'était de l'imaginaire, comme il dit. Il y avait des panoramas d'imaginaire inscrits dans la technique. Par exemple, la machine à laver, il y a une sorte de morale de la propreté qui est inscrite, de la féminité, bien sûr, etc., qui est inscrite dans la machine elle-même. Et ça, j'ai trouvé ça d'une puissance, enfin. Alors, on ne ferait plus aujourd'hui la publicité sur la mer de Nîmes. Non, mais à l'époque, elle y était encore. Ouais. Et puis, David Kaiser-Gruber, on est devenus amis. Il était, il était althusserien, il avait été élève d'Althusser. Oui, oui. Et sa revue Dialectique était vraiment très, très importante parce qu'il a ouvert des tas de créneaux de réflexion, l'Italie, l'État, l'informatique et autres. Et là aussi, il y avait, Lucien Sfez a pas mal écrit dans cette revue, Anne Coquelin aussi, que j'ai rencontré. Et on s'est inspiré plus tard, en 87-88, avec Lucien, dont je suis devenu l'assistant, disons, pendant presque 30 ans. On a été en compagnonnage, à la fois je faisais ma thèse et je faisais les cours avec lui, ou quelquefois à sa place. Et on a lancé la revue Quaderni, qui existe toujours. On a fait le 100e numéro il y a cette année ou l'année dernière, il a été publié, et Lucien Sfez a disparu fin 2018, donc on a fait un numéro largement autour ou sur des thèmes qu'il avait traités dans son œuvre. Et Lucien Sfez, qui était à la fois... À l'époque, ça s'appelait Sciences des organisations quand il était à Dauphine. Après, il est passé à la Sorbonne, je l'ai suivi, c'était en sciences politiques. Donc ma thèse est passée de sciences des organisations à sciences politiques, parce que je lui ai proposé en 81, quand je suis sorti donc de la scolarité que j'évoquais, je lui ai proposé de faire une thèse. Alors à l'époque, c'était une thèse d'État. La thèse d'État, c'était 5 ans. La mienne, elle a duré 15 ans. 3 fois 5. Il a eu la patience, et moi aussi. Pourquoi ? Parce que je travaillais à plein temps. J'étais responsable de services d'études et de recherche, d'abord au CNET, donc au Centre national d'études des télécoms, puis à la direction générale de France Télécom, au service de prospective. J'avais pris la suite de Marie Marchand. Là, je retrouve encore les travaux de Yves Stourzé, le CESTA, tout ça. Enfin, j'étais dans tous ces réseaux de réflexion sur les télécoms, l'informatique. On ne parlait pas encore beaucoup d'Internet. Internet en France arrive, je dirais même dans les labos. J'étais à nouveau au CNET vers 91-93. Et d'ailleurs, France Télécom a été au départ très réticente à suivre Internet parce que c'était le monde des informaticiens. Et là, j'étais aux premières loges parce qu'en 90, je me retrouve au conseil d'administration de France Télécom et pas simplement comme administrateur. Et là, comme j'étais chercheur de ce monde, je me rappelle une petite anecdote.
j'avais dit, mais Internet, c'est vachement important, il faut faire une étude, il faut s'y mettre, quoi. Et France Télécom était, la priorité, c'est le mobile. C'était pas faux non plus, hein, puisque ça, plus tard, ce sera le smartphone, la fusion des deux. Et donc, non, Internet, c'est pas sérieux, c'est un gadget américain, on me répond en gros. Alors, on fait faire une étude de marché quand même, et puis il revient le gars qui a fait l'étude de marché, non, il n'y a pas de marché. Alors, il y en a beaucoup qui cherchent pourquoi le retard de la France à l'époque. Sur Internet, je crois qu'il y avait eu une vraie résistance, que Sturze avait bien vu d'ailleurs. Il parlait beaucoup de cette résistance des ingénieurs des télécoms au début du téléphone, donc à la fin du 19e siècle. Et on a retrouvé ces formes de résistance à nouveau face à l'informatique, au monde des informaticiens et de l'Internet. Bon, après, ça s'est rattrapé, entre guillemets. Et donc, moi, j'ai commencé ma thèse sur les télécoms, la question de la régulation des télécoms, mais du point de vue, non pas de l'économie, j'étais pas économiste, mais du point de vue de ce que j'ai appelé le fonctionnement symbolique des télécoms. C'est-à-dire l'imaginaire, et là Sturze et Sfez d'ailleurs m'avaient beaucoup influencé, c'est-à-dire s'intéresser à la technique, pas simplement en tant qu'ingénierie ou économie, mais s'intéresser à la technique du point de vue culturel et de son imaginaire. Et ça a été de ses représentations. Et pour moi, là, ça a été un boulevard, si je puis dire, d'autant qu'après j'ai rencontré Ballandier, qui a été aussi l'homme qui a proposé cette formule, mais en fait toute son œuvre, il ne faut pas parler de technique, mais de techno-imaginaire, qui confortait complètement cette lignée. Il était très proche aussi de Sfez. Et je me rappelle une anecdote là-dessus. Un jour, il y a Régis Debray qui m'appelle après la publication de ma thèse que j'avais publiée au PUF sous la forme, comment ça s'appelait, Télécom et philosophie des réseaux, ça s'appellera. Et il m'appelle, il me dit « Ah, c'est bien, vous vous intéressez à la technique. » Au début, il lançait la médiologie. Je dis « Oui, mais... » Et il me dit « Mais vous êtes déjà plus loin que nous, de son collectif, là, parce que vous vous intéressez déjà à la critique de l'imaginaire des techniques. Nous, on essaye de faire comprendre ce que sont les techniques. » Je dis « Oui, je pense qu'on est déjà un peu en avance là-dessus. La question, ce n'est pas la critique de la technique. Bien sûr, la technique, c'est utile, c'est nécessaire peut-être. La question, c'est les usages, les représentations, les imaginaires, les expériences de la pensée technique. Aujourd'hui, c'est une banalité de dire ça. Mais dans les années 80-90, ça a été beaucoup moins. Donc je fais cette thèse en 15 ans, parce que je travaillais à plein temps, donc au CNET, au service de prospective. Là, je pars à l'INA. La présidente de l'INA, Langlois Glandier, à l'époque, m'avait demandé, parce que justement, elle voulait quelqu'un qui, à la direction de la recherche, fasse la rencontre entre télécom et audiovisuel. Vous partez à l'INA 1990 Fin 89, je crois. Fin 89. Alors, en même temps, parce que je faisais toujours plein de trucs, je travaillais beaucoup sur la question de la culture avec pas mal d'artistes. Vous allez voir la convergence, ça renvoie peut-être au nouveau réaliste et à Ben, à Fluxus. Et à ce moment-là, je reste très peu de temps à l'INA, parce que Georges Fillou remplace Janine Langlois-Glandier, et c'était la fin de son mandat. Et Fillou me dit, mais non, elle n'aurait pas dû vous nommer, ça ne se fait pas avant mon arrivée. Je dis, moi, j'en sais rien. Elle devait penser que son mandat allait être renouvelé. Et donc, il me dit, non, donc il ne faut pas que je vous garde, parce que je veux choisir moi-même. Bon, je n'ai pas insisté, je suis parti. D'ailleurs, ça lui a posé beaucoup de problèmes après pour trouver un successeur. Mais bon. Et je suis revenu donc au Télécom, à la direction des services de l'image, donc dans le secteur audiovisuel des télécoms, de la direction des télécoms, et au conseil d'administration, où je suis resté pendant 5 ans. Et là, j'ai pu finir ma thèse, donc en 95, qui portait à la fois donc sur la régulation des télécoms du point de vue culturel et sur Saint-Simon. C'était parce que Sfez m'avait dit, moi je voulais surtout travailler sur Saint-Simon et le saint-simonisme, parce que j'ai vu une pensée très complexe, très riche, qui était très dure, et puis des interprétations multiples, aussi bien sociologiques, philosophiques, économiques. Ça partait dans tous les sens, si je puis dire. Et puis il y avait eu des grands qui s'étaient intéressés à Saint-Simon. Durkheim, Moss, Gurvitch,
Gouillet, etc. Donc, ça me passionnait, Saint-Simon. Je l'ai lu et relu, je ne sais pas combien de fois, dans tous les sens, évidemment. Chaque fois, j'étais un peu plus paumé, si je peux dire. Sfez me dit, non, mais il ne faut pas se limiter à l'histoire des idées. Voilà. Et je crois que c'est un bon conseil. Lui-même alternait toujours le terrain, si je puis dire, une analyse d'expérience de terrain, comme on dit en sociologie, et la partie conceptuelle. Et donc j'ai toujours essayé ensuite d'articuler, et ça correspondait bien finalement à mon parcours professionnel, d'articuler la partie expérimentale, le terrain, la rencontre, et la conceptualisation. Donc j'ai toujours essayé de circuler du plan théorique au plan, je dirais, empirique, expérimental. C'est-à-dire quand je tirais trop du côté de la recherche, je me disais non, il faut vite revenir vers le terrain de l'expérience, de l'entreprise ou autre, et réciproquement. Il ne fallait pas s'enfermer dans le champ professionnel pur. Donc Pierre Mussot, c'est vrai que ce qui caractérise un peu votre parcours, c'est le va-et-vient, disons, entre le travail conceptuel et l'entreprise. Alors, vous disiez, vous avez été administrateur des PTT, vous êtes passé par l'Institut national de l'audiovisuel et également par la DATAR. Oui, alors, à la fin des années 90, le directeur du CNET, donc du Centre national d'études des télécoms, me demande de revenir pour une mission très intéressante. En gros, je simplifie, mais il me dit oui, dans ce centre, il y a une culture de produits et de technologie, et on voudrait passer à une culture d'expérience, de services et autres, un changement culturel. Et ça, c'était une expérience très intéressante pour moi, parce que j'ai créé un labo à l'intérieur du centre pour ouvrir à la créativité, ouvrir aux nouveaux services. Et je vous donne un exemple concret. Je rencontrais les meilleurs ingénieurs. Ils étaient tous X, Mines, Télécom, etc. Donc mais dès qu'ils me montraient un produit sur lequel ils travaillaient, je voyais des écrans pleins de poussière avec des câbles, machin. C'était incompréhensible, quoi. Moi, j'étais pas ingénieur. Bon, je comprenais à peu près ce qu'ils me racontaient, mais je voyais pas à quoi ça allait aboutir. Et donc, j'ai fait venir les artistes, le monde du théâtre notamment, pour commencer à réaliser des mises en scène. Alors après, ça s'est énormément développé par mimétisme beaucoup, par des tas d'autres entreprises, pour intégrer la créativité, la création, intégrer la pluridisciplinarité entre monde de l'ingénierie, monde de la recherche et artistes. Et pour moi, ça c'est une clé vraiment qui est, depuis les années 90, je pense que aussi bien dans l'entreprise que dans le monde de la recherche, on peut l'appeler comme on veut, inter, trans, peu importe, disciplinarité, est tout à fait fondamentale. Entre 4 catégories, les industriels, au sens fort du terme, les chercheurs, les artistes et, je dirais, les sciences humaines et sociales. Mais il y a un rapport avec la DATAR ? Alors, la DATAR, j'étais à cette époque-là donc au CNET, et Jean-Louis Guigou, qui était le délégué à la DATAR, j'avais travaillé aussi en parallèle à faire de la prospective à la DATAR depuis plusieurs années et des publications associées. J'avais animé des groupes avant même d'aller à la DATAR, très intéressants sur notamment ce qu'on appelait les technologies d'information et de communication à l'époque et le territoire. Parallèlement, j'enseignais aussi à la Sorbonne comme prof associé. Donc j'étais toujours dans ces allées-venues entre le monde de la recherche, de l'entreprise, de la réflexion. Et donc, il me propose de venir comme responsable des études et de la prospective à la DATAR. Quelle année ? 98-19. Je résiste un peu parce que c'était passionnant ce que je faisais au Centre national d'études des télécoms. Mais bon, le poste qu'il me propose, c'était quasiment son bras droit. Et la DATAR, à l'époque, c'était quelque chose de très important. Parce que c'était presque rang d'un ministère, mais d'un ministère de mission. Et donc ça m'a permis de rencontrer énormément le monde politique, le monde de la haute administration, que je connaissais un peu, et surtout de faire des travaux et de lancer des travaux très intéressants. Je vous donne 2 exemples. Je pilotais un programme de prospective, et à l'époque il était très sectorisé, donc territoire et sport, territoire et santé, en fait des trucs pour moi assez banals. Et je lui dis non, il ne faut pas faire ça. Bon, il faut faire ça, mais en même temps, il faut faire autre chose.
Et j'ai proposé territoire et représentation imaginaire. Et ça a ouvert tout un chantier de recherche, notamment aux équipes de Grenoble, maintenant, qui ont développé là-dedans carrément des labos, et puis aussi à Genève, avec De Barbieux et Martin à Grenoble. Et puis, un autre élément, c'est que toujours territoire était associé à espace, et on a lancé territoire et temps. Et du coup, ça a ouvert là aussi tout un chantier politique même, sur le temps, la gestion des temps, des temporalités. Il y a même eu des bureaux du temps et autres. Donc ça a été aussi une expérience très intéressante. Et puis, j'avais eu un ami quand j'étais au 6e étage de Dauphine, qui s'appelait Marc Guillaume, avec lequel j'ai continué à travailler, qui un jour m'avait dit en incidente, tu sais Pierre, l'université, parce que j'étais très tenté d'aller finalement à l'université, il m'avait dit, l'université c'est bien 15 ans. Donc soit tu les fais en début de carrière, soit tu les fais en fin de carrière. Et donc là, 99-2000, je me suis dit, il faut faire les 15 dernières années à l'université. J'ai été prof associé à Paris 1 pendant 15 ans, j'avais enseigné à Dauphine, et là je dis, bon ben je bascule pour retourner sur le terrain. J'étais au sommet, si je puis dire, puisque j'étais nommé administrateur civil à Bercy. Le DRH de Bercy m'avait téléphoné pour me dire « Comment vous osez quitter Bercy, administrateur ? Il y a une file d'attente de 50 énarques pour être administrateur à Bercy, et vous allez à l'université. » Je dis « Oui, ben, ça me plaît. » Alors pendant 2 heures, il me questionne, puis il me dit « Mais je ne comprends pas. » Et à la fin, je lui dis « Bon, écoutez, mon père était prof, très modeste prof de collège. » Il me dit « Bon, ça va, j'ai compris. » Il a raccroché. Alors, je suis parti à l'université. J'ai été nommé à Rennes. C'était bien. J'ai enseigné 10 ans à Rennes. Et là aussi, toujours pareil, je monte une collaboration entre Télécom Paris, grande école, et l'université. Parce que elle m'énerve beaucoup, la coupure grande école-université. J'avais rencontré un futur ministre, je crois en 2012, Vincent Payon, qui me demande qu'est-ce qu'il faudrait faire s'il y avait une réforme à faire. Je lui dis, il faut fusionner l'université et le CNRS et les grandes écoles. Il me dit, très bonne idée, mais impossible à réaliser. Moi, je l'aurais quand même fait. Voilà. Si j'avais été à sa place, ou j'aurais essayé. Bon. Et donc, moi, je l'ai fait à une échelle tout à fait modeste. On monte une chaire de recherche. À Rennes. Entre Rennes 2, Télécom Paris, donc entre les deux, et puis 5 industriels, donc Dassault Systèmes, Ubisoft, les jeux vidéo, PSA, l'automobile, Orange, que je connaissais bien, et puis Alcatel, les labos de Bell, qui avaient fusionné entre Alcatel et Lucent. Donc, une chaire industrielle sur une thématique qui est l'innovation. Ce n'était pas très original, mais j'avais rencontré le numéro 2 de Dassault Systèmes, Pascal Dalloz, auquel j'avais dit, voilà, il faut travailler sur l'imaginaire dans l'innovation. Et il me dit, mais c'est évident, c'est évident. Alors moi, je croyais qu'il allait me renvoyer le professeur Nostradamus, je ne sais pas quoi, Nimbus, retournez à vos études. Il me fait, c'est évident, il faut travailler sur l'imaginaire. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut modéliser les imaginaires. Parce que c'est une boîte qui fait de la 3D et de la modélisation. Alors j'ai dit, d'accord, on va essayer. Alors je sors très sceptique, je me dis, qu'est-ce que c'est que modéliser? C'est les imaginaires dans l'innovation. Et on a été embarqués là-dedans. Pendant 5 ans, ça a été passionnant. Donc les années 2010 ? 2010-2015. D'accord. On a beaucoup produit des textes, des séminaires, des ateliers, des méthodologies fantastiques entre artistes, ingénieurs, toujours pareil, chercheurs industriels. Ils s'en sont beaucoup servis chez Dassault Systèmes, chez Ubisoft, un peu moins chez Orange, mais quand même, chez PSA aussi. Donc ça a été une aventure passionnante. Et après, j'ai voulu la continuer sous une autre forme. En 2015, j'arrête à l'université parce que
je commençais à fréquenter Pierre Legendre, que j'avais rencontré à Paris 1, puisqu'il était aussi dans le DEA de Lucien Sfez. Donc on avait déjà eu des échanges. Mais un jour, Pierre Legendre me téléphone, je ne sais pas pourquoi, bref, il me dit, il faudrait qu'on se voit. Et à partir de là, Pierre Legendre, à partir de 2011, pratiquement tous les mois ou tous les 2 mois, m'invite et me fait une leçon particulière. Il avait son petit bureau là au Luxembourg. Et donc il m'a fait comme ça des cours particuliers, lui il appelle ça des conversations, pendant une bonne fréquence, je dirais 3-4 ans. Et dans les conversations, il me dit, j'ai mes papes de religion, là je ne sais plus quoi, mes évêques, alors lui c'est le chef des protestants, lui des catholiques, lui je ne sais pas quoi. Et vous êtes avec Saint-Simon, parce que j'avais publié les œuvres complètes en 2000, la première version en 2012, puis pas mal de bouquins sur Saint-Simon qu'il avait lus. Il me dit, vous êtes le pape de la religion industrielle. Et donc ça m'embarque, comme déjà je travaille avec les industriels, ça m'embarque dans cette aventure de ce bouquin de la religion industrielle, et qui m'a pris 5-6 ans, fortement aidé par Sandrine Palussière, extraordinaire chez Fayard, et avec ce double appui, et puis celui d'Alain Suppiot. La gouvernance par les nombres. La gouvernance par les nombres. Et quand je quitte l'université en 2015, aussitôt, je vais à l'IEA de Nantes, en même temps que je continue mon dialogue avec le monde de l'industrie, notamment avec Dassault Systèmes, qui est une boîte extraordinaire pour moi, visionnaire, peu connue du grand public parce que c'est un industriel de l'industrie. C'est-à-dire qu'ils font des logiciels de conception en 3D, mais ils sont très connus dans tout le monde entier, dans l'industrie, mais ils ne sont pas connus par le grand public parce qu'ils ne vendent pas au grand public. Et c'est un peu, je dirais, l'équivalent des GAFA, mais très différent en Europe. Et donc, je vais à l'IEA, je pose ma candidature à l'Institut d'études avancées de Nantes, et je l'intègre en 2015 comme fellow, résident. C'est amusant parce que Legendre m'avait déjà dit en 2010 ou 2011, il faudrait aller à l'IEA. Et même avant, il m'avait envoyé une lettre, quand j'étais prof à Rennes, et moi je croyais que c'était une circulaire, signée Pierre Legendre, mais je me disais, c'est pas sa signature, c'est un tampon, me disant, il y a l'Institut, il faut y aller, il faut candidater. Moi j'avais pensé que c'était une circulaire, j'avais jeté ça, genre pub, et il me le redit en 2011. Bon, et en 2015, je me dis, bon, il faut y aller. Et j'y ai été, alors là, ça a été extraordinaire. C'est une sorte de Villa Médicis pour les chercheurs de sciences humaines et sociales, et juristes au sens large des sciences humaines et sociales, à l'échelle du monde, avec une prédilection pour les Suds, de regarder le Nord par les Suds. Donc là, j'ai rencontré des gens extraordinaires, très sympas, libérés de toutes leurs préoccupations administratives, contraintes universitaires et autres, et donc avec une liberté, une écoute, une attention à l'autre, une disponibilité pour dire tiens, lis ça, regarde ça, etc. On est dans la solidarité, quoi, et dans le don. Donc ça a été une aventure, 1 an, à tel point que le directeur m'a proposé de rester 3 ans de plus comme fellow associé. Vous êtes fellow associé donc, de l'Institut des études avancées de Nantes. Terminons là-dessus, peut-être ce long parcours intellectuel. Qu'est-ce que vous diriez précisément justement de ces chercheurs associés, africains, indiens, australiens? Qu'est-ce qu'ils vous ont appris, vous, le grand spécialiste de la religion universelle saint-simonienne et de la réflexion sur l'État et l'entreprise? Qu'est-ce que vous ont appris ces chercheurs d'autres continents? Un point clé, c'est qu'il faut, comme dit Legendre, regarder l'Occident avec d'autres yeux que ceux de l'Occident. Ce qu'on fait partout dans les universités, les grandes écoles au nord de la planète, notamment en Europe et aux États-Unis, on regarde toujours l'Occident avec les yeux de l'anthropologie occidentale. Mais comme on a regardé les Suds aussi, avec les concepts, les méthodes et l'anthropologie de l'Occident. Et ils m'ont appris à regarder avec d'autres yeux, avec d'autres concepts, avec un autre regard. Et du coup, justement, la religion industrielle ou les réseaux, toutes les techniques, tout ça, j'ai vu que c'était la conception occidentale du monde. Et j'insiste beaucoup là-dessus, donc ça m'a tout de suite relativisé
la vision du monde. Certes, l'Occident est dominant, pour des raisons historiques qu'on connaît bien, mais il y a d'autres cultures, il y a d'autres civilisations, et donc ce qui compte, c'est, comme on a dit dans le bouquin d'hommage à Alain Suppiot, concerter les civilisations, c'est le concert, c'est l'échange des civilisations. Et en même temps, ça m'a rassuré, parce que je pense qu'il y a une vraie crise de la pensée occidentale. Ce n'est pas une nouveauté. Mais quand je suis rentré par la religion industrielle pour considérer que c'est la pensée de l'Occident, que c'est une religion séculière de l'Occident, je vois que les pivots, si je garde l'image de la cathédrale, la clé de voûte de cette pensée occidentale, notamment la notion de progrès, mais pas seulement, tout ça c'est en train de s'effriter. C'est-à-dire que le grand dispositif symbolique de l'Occident, il est en train de se dilapider, de s'effriter. C'est comme ça que j'explique aussi la crise du politique, qui est bien plus profonde que ce qu'on dit. Et donc, cette fréquentation d'amis d'Argentine, d'Inde ou d'Afrique m'a à la fois permis de comprendre la relativité, je dirais, du monde occidental, mais en même temps, le côté salutaire, c'est-à-dire que le concert des civilisations, les autres civilisations, à mon avis, maintenant, peuvent prendre le relais, ou en tout cas, une fois que l'Occident sera un peu plus délabré, je parle intellectuellement, je ne parle pas de sa puissance militaire ou technologique, mais un peu plus délabré intellectuellement, heureusement qu'il y a les Suds, heureusement qu'il y a l'Afrique, heureusement qu'il y a l'Amérique latine, heureusement qu'il y a l'Inde, la Chine, etc., pour apporter une autre vision, d'autres visions du monde. Et je pense que c'est dans ces échanges que j'ai vécu vraiment, que je continue, puisque je continue à fréquenter l'Institut d'études avancées, mais qui sont finalement, c'est un peu banal dans le monde de la recherche. Dans le monde de la recherche, par définition, on est dans l'universalisme, donc dans ces échanges. Sauf qu'à l'IEA de Nantes, ou dans d'autres IEA, je pense de même qualité, de même niveau, il y a cet échange, on n'est pas dans la compétition, on est vraiment dans la solidarité. Et là, y compris sur le plan humain, on est plein d'amis maintenant de cette fréquentation. Donc ça a été une aventure humaine extraordinaire. Merci à Suppiot et à Legendre, puisque Legendre a contribué à penser cet institut de Nantes. Nous sommes en septembre 2020. Quels sont vos projets? Sur quoi travaillez-vous? Vous, l'auteur de la critique des réseaux et le disciple donc, de Lucien Sphèse, qui avait écrit Critique de la communication. Sur quoi travaille Pierre Mussot aujourd'hui à l'heure des GAFAM? Alors, je finis un bouquin de dialogue avec un grand industriel qui est le dirigeant de Dassault Systèmes, Bernard Charlès, qui pour moi est un visionnaire. On a travaillé, enfin on a beaucoup échangé depuis 2 ans, donc ça c'est un peu la suite, je dirais, de ce travail sur l'industrie et la chaire de modélisation des imaginaires. Je travaille donc sur l'imaginaire industriel. Je vais faire un petit bouquin aussi dans la perspective d'une expo qui aura lieu à la Cité des sciences et de l'industrie sur ce sujet en 2022. Enfin, la Cité des sciences va parler de l'industrie. C'est bien qu'elle parle des techniques, mais pour moi, c'est très différent. La technique, c'est l'extériorisation du rapport de l'homme à la nature, comme dit Leroy-Gourhan ou Simondon, alors que l'industrie, c'est l'extériorisation des représentations du monde, et qu'ensuite, on va réaliser dans des produits, des services, des dispositifs, des machines, éventuellement. Donc, c'est très différent, la technique et l'industrie, même si évidemment l'industrie manie les techniques. Et je travaille beaucoup sur les relations. Alors on a fait un long séminaire sur les relations de l'État et de l'entreprise. Pourquoi? Parce que je pense que ce sont les deux institutions. Là aussi, je m'appuie sur une formule que j'ai attrapée dans je ne sais plus quel bouquin de Legendre. Il dit de la révolution grégorienne, qui est effectivement le Big Bang, comme dit Harold Berman, de la pensée occidentale, cette révolution grégorienne du XIIe siècle, il y a 2 produits dérivés de l'institution majeure de cette époque, qui est l'Église, l'État et l'entreprise. Et ces 2 institutions, pour moi, sont rentrées sous des formes très complexes au bout de plusieurs siècles de relations dont on pourra parler, sont rentrées aujourd'hui en concurrence et en connivence, si on reprend la formule de Bourdieu, à propos des médias, en concurrence et en connivence, et que c'est le moment que nous vivons. C'est pour ça que j'ai parlé de temps de l'État-entreprise. C'est à l'État
intégrant de plus en plus l'entreprise sur le mode managérial, voire sur le mode de sa pensée, de ses méthodes, etc. Et l'entreprise de plus en plus devenant une institution politique majeure, au sens large et noble du terme, c'est-à-dire embrassant toute la société de façon tout à fait nécessaire pour son propre développement ou sa propre survie. Ce n'est pas simplement, je dirais, la responsabilité sociale et environnementale. Ce n'est pas du bricolage managérial, c'est beaucoup plus fondamental que ça. Et l'entreprise prenant même un rôle majeur, de mon point de vue, sur le plan de la production intellectuelle, et pas simplement de la production institutionnelle et des normes managériales par rapport à l'État. L'État se délabrant de plus en plus, dilapidant son capital symbolique. C'est pas pour rien, si je veux prendre un exemple concret, que notre président court après Jupiter, après Bonaparte, Churchill, qui vous voulez, Clémenceau, De Gaulle. Bon, en vain, parce qu'il y a cette dilapidation symbolique du politique et de l'État. C'est un délabrement intellectuel qui est un véritable désarroi dans un pays comme la France, où l'État est un État républicain mais monarchique dans sa structuration verticale, et où on voit bien que la haute fonction publique a de plus en plus de difficultés à penser son action. Alors que dans l'entreprise, il y a l'industrie notamment, il y a une production intellectuelle de plus en plus forte, et de recherche intellectuelle, de recherche fondamentale, de recherche appliquée. Et pas simplement du tout dans le domaine technologique, au-delà de ça. Donc, dans mes chantiers, il y a la poursuite de ce travail. Je voudrais faire un bouquin sur l'évolution des formes de l'État en Occident. Et puis, j'ai en chantier une biographie de Saint-Simon, une biographie intellectuelle, parce qu'il y a eu de très bonnes biographies, je dirais, que je considère anecdotiques, moi, mais de la vie de Saint-Simon, qui est très complexe, parce qu'il vit 4 révolutions, hein, la Révolution américaine, la Révolution française, la Révolution scientifique de Paris en 1800, et évidemment la Révolution industrielle naissante. Donc il est au carrefour des 4, c'est assez explosif. Et puis, je suis associé à une expo sur les réseaux à Beaubourg bientôt, donc je fais aussi un petit bouquin là-dessus. Donc j'ai de quoi faire là. J'ai des prévisions jusqu'à 2025-2026 à peu près.